Alors, je suis désolé parce que je vais faire ça de façon un peu dégradée, parce qu'en fait, je suis depuis mon téléphone mobile, parce que je pense que mon ordinateur est bridé là pour pouvoir me connecter directement à Zoom. Alors, je ne pourrais pas donc vous passer ma présentation, c'est pas très grave parce qu'en fait, elle n'est pas très iconographique. D'abord, je remercie l'association Edna. Je ne sais pas si le terme association est vraiment le bon terme, mais aussi ensemble et donc les organisateurs de me joindre à vous pour vous parler d'un sujet qui est centré essentiellement sur les niveaux de prévention avec quelques exemples pratiques et puis de ce qu'on peut imaginer de l'avenir, tout en sachant que on est bien loin de ce qui se passe de façon outre-Atlantique. Alors, trois niveaux de prévention qui sont déclinés, en tout cas au niveau français, qui sont déclinés de façon générale en médecine, mais qui sont aussi déclinés en santé au travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter en quelques secondes. Donc, je suis médecin sapeur-pompier, médecin-chef du 10-31, mais ce n'est pas à ce titre-là que je parle. Je suis médecin, diplômé en médecine du travail et je suis donc membre du conseil scientifique en santé de la Direction générale de la sécurité civile et membre aussi de l'Observatoire national de la santé des agents des SDIS qui a été mis en place récemment, mais je pense que Charline en parlera, je toucherai un tout petit mot à la fin. Donc, trois niveaux de prévention qui ont été déclinés au niveau des SDIS, hein, pour recaler avec ce qui se fait en médecine en général. Alors, avec une grande ambiguïté déjà dès le départ, bien sûr, c'est que quand on dit que la prévention primaire, elle vise à atténuer, voire réduire, voire totalement abolir les dangers, en tout cas les risques liés à l'exposition, ben, la première ambiguïté, c'est que, en fait, je le résume des fois de façon un peu triviale, mais en gros, nos pompiers sont quasiment payés pour se confronter à des dangers et donc à s'exposer à des risques particuliers. Donc, on tombe déjà sur une première difficulté, ce qui fait que, en termes de prévention primaire, on peut être des fois un peu limité, mais en tout cas, sur ce qui se fait sur le terrain, à plein niveau de terrain, eh bien, notamment nos professionnels de santé, on essaie d'éduquer, pardon, nos officiers à avoir des mesures de préservation du personnel en limitant les expositions, voire en n'exposant pas le personnel, ce qu'on appelle des fois chez les pompiers faire la part du feu. Donc on imagine que c'est une illustration assez classique, c'est un feu de forêt en pleine nuit où les avions ne vont pas aller lutter contre ce feu, ben, on évite d'exposer les personnels à pied dans des environnements, excusez-moi, qui peuvent être dangereux, notamment en termes de traumato ou de chute. Donc, premier niveau, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans ce qu'on appelle, nous, le soutien santé aux opérations, SSO, qui est un terme maintenant générique, qui fait partie des missions régaliennes des sous-directions santé, ce qu'on appelait avant les services de santé et de secours médicaux. Donc le SSO, le soutien santé aux opérations, mission, on va dire, régalienne qu'on ne délègue pas à d'autres services et pour lesquels donc, on forme tous nos personnels, qu'ils soient infirmiers, médecins, voire d'autres professionnels de santé ou acteurs de la santé des pompiers, pour être derrière les sapeurs-pompiers qui sont exposés. Et le but là, c'est de récupérer ces personnels-là et d'apprécier, d'évaluer leur état de santé suite à une exposition et de leur donner on appelle ça une remise en condition, ça fait peut-être un petit peu matériel, mais une remise en condition qui pourrait leur permettre de repartir sur un nouveau tour d'aérie, par exemple. Donc là, on est centré essentiellement sur en tout cas sur les missions d'incendie, nous sommes centrés sur des expositions qui sont essentiellement liées aux ambiances thermiques, avec donc l'hyperthermie et on va dire la déshydratation ou le début de déshydratation. Donc nos personnels sont formés pour ça, en prévention donc secondaire, de manière à pouvoir aider, et on les a éduqués avant, à un pompier à se déshabiller, en tout cas de quitter la tenue, puisqu'on on connaît, mais on n'a peut-être pas le temps de l'exposer ici, on connaît les effets de la contrainte du port de nos pays vestimentaires sur la thermorégulation du pompier. Donc, de façon quasi systématique, tous nos pompiers sortent en hyperthermie, pas forcément majeure, mais en tout cas qui débute, et tout en sachant qu'on a du mal à trouver ou à du moins à évaluer une température centrale, eh bien, on essaie d'éviter de réexposer des pompiers sur notre tour de lutte contre l'incendie qui vont aggraver cette hyperthermie. Et puis la déshydratation, en tout cas débutante, et donc les inciter à boire. Alors boire ben, des liquides qui vont bien. Bon, là aussi, on n'a pas le temps de s'exposer, mais de tout exposer, mais ce sont là aussi des préconisations qui sont faites pour limiter les effets de cette exposition-là.
Et un troisième niveau, eh bien, c'est quand malheureusement on va dire le mal est fait. Et donc c'est aussi le sujet de ce qu'on peut, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut évaluer dans le but de cette soirée, et notamment les cancers, mais pas que. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors ça, c'est surtout ce qu'on peut faire sur le terrain, parce qu'en fait, donc les cancers, pas tellement, mais en tout cas, on peut lutter contre les effets d'une accidentologie, hein, entorse à la cheville, brûlure, tout ce qu'on peut imaginer, ou un accident d'exposition au sang, hein, parce qu'après tout, il n'y a pas que le feu, hein, tous nos pompiers sont exposés à des risques professionnels qui sont très particuliers. Ça, c'est un premier niveau des trois degrés de prévention, et après, on peut le décliner ça sur des choses qui sont plus à distance. Plus à distance, on a en prévention primaire, eh bien, tout ce qu'on a appris sur le terrain, qui est du rétex et qui fait qu'on finalement on peut apprendre des choses d'une intervention, eh bien on essaie de l'introduire dans de la formation ou de l'information pour les fois d'après, pour éviter de reproduire des mêmes erreurs. On a en prévention primaire tout cet aspect-là qui va pouvoir se mettre en place. En prévention primaire aussi, vous le trouverez, là je rejoins tout ce qu'a dit l'orateur précédent, sur lequel les travaux sont primordiaux, à la fois CNRACL, mais aussi donc l'ANSES. C'est toutes les mesures de préconisation qui concernent la construction des bâtiments et qui essaient de mettre en place des marches en avant qui limitent donc tout ce qu'on peut ramener d'une intervention en termes chimiques, mais aussi biologiques ou autres facteurs de risque, le faire entrer dans une caserne avec des SAS ou une mise en place d'une marche en avant. Tout ça, c'est de prévention primaire plus à distance. En prévention secondaire, à plus à distance aussi, eh bien, on va rentrer, par exemple, les visites médicales périodiques, qui sont des moyens très particuliers de constater, d'évaluer un état de santé d'un sapeur-pompier tous les ans, tous les 2 ans. Ça changera peut-être, puisque donc il y a des propositions qui sont faites sur des aménagements de l'arrêté du 6 mai 2000, qui pour le moment vaut toujours pour l'organisation de la médecine, on va dire, d'aptitude et de médecine professionnelle pour les pompiers professionnels. Donc cette visite médicale n'a pas, et de moins en moins, n'a plus qu'un aspect purement d'aptitude, qui est primordial, mais on essaie là aussi de la faire évoluer vers aussi de la médecine de prévention, même si on le sait que c'est compliqué parce que, donc, d'après les textes, on ne peut pas confondre une médecine d'aptitude et une médecine de prévention. Mais là, je pense qu'il y a un creux, enfin, il y a un chantier plutôt à creuser qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin dans la prévention des maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers, alors professionnels pour les pros, mais aussi pour les volontaires, parce qu'après tout, il faut mélanger un petit peu les mêmes choses. Donc ces VMA, ces visites médicales d'aptitude, ces visites périodiques sont essentielles pour faire du repérage. Alors jusqu'où doit aller jusqu'où doit être le repérage, jusqu'où doit aller le dépistage d'un cancer. Là, vous le savez peut-être, les dernières lois de la santé au travail permettent les ouvertures d'une cloison qui était jusqu'alors parfaitement étanche entre la santé publique, ou on va dire la médecine générale, et la santé au travail, avec des accès éventuellement sur un dossier ou sur l'autre, avec l'accord évidemment du pompier concerné. Mais on peut imaginer que le médecin de sapeur-pompier participe à du dépistage de maladies particulières, qu'elles soient d'origine professionnelle ou qu'ils ne soient pas encore déclarées, de manière à ce qu'on puisse aboutir à avoir aussi des actions de prévention les plus efficaces possibles. Voilà, quand on fait des ébats en pompier, on est le bon endroit pour aller regarder si un mélanome est en train d'apparaître, par exemple, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en médecine, on va dire, générale, où il faut aller un petit peu plus vite et où les examens sont un petit peu différents. Voilà, le but étant peut-être de proposer ce que ces visites médicales périodiques deviennent des actes, de vrais actes de prévention. En prévention tertiaire, eh bien, ça a été évoqué. Prévention tertiaire, donc on est sur des maladies déjà déclarées. Donc si on pose la question, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu me connecter avant et donc d'avoir loupé un certain nombre de notions que vous avez peut-être déjà décrites, mais c'est notamment la question de la reconnaissance des cancers professionnels chez les sapeurs-pompiers, ou en tout cas en maladie professionnelle. C'est un combat actuel qui est mené, alors qui a été alimenté par le rapport du CIRC, hein, de 2023 dont vous avez déjà parlé, mais aussi par, vous le savez peut-être, par une mission sénatoriale qui a eu lieu en 2024, au printemps 2024, qui a abouti à l'édiction de 10 recommandations pour essayer de, là aussi, avoir une poussée, on va dire, politico-sociale, hein, au sens très noble du terme,
sur le fait qu'on puisse reconnaître un certain nombre de cancers, et notamment ceux qui ont été décrits et dictés, et donc pour lesquels le lien a été suffisamment fort décrit par le cirque. Ça a été cité tout à l'heure, donc le mésothéliome et le cancer de la vessie, mais aussi donc la prostate, le testicule, le cancer colorectal, les lymphomes non-Hodgkiniens, par exemple, qui font partie de ces cancers dont le lien est on va dire, moins évident, mais sur lequel le doute est quand même permis. Voilà, donc c'est un véritable, on va dire, combat qui a en place, un combat, on va dire, social, hein, puisqu'en fait, ouvrir ça dans des tableaux de maladies de reconnaissance professionnelle, eh bien, on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de la reconnaissance de la société, de la prise en charge de certaines pathologies vis-à-vis notamment là, de pompiers, hein, donc qu'ils soient professionnels ou volontaires. Moi, je mélange à chaque fois les deux, parce que j'estime qu'il y a les deux, tout en sachant qu'évidemment, le volontariat pose un autre souci, c'est que le volontaire est souvent exposé d'une façon différente, mais complémentaire, voire même des fois aggravante par son métier de base, et qu'il faudra arriver à faire la part des choses entre son exposition de volontaire ou son exposition professionnelle, on va dire, d'ordre privé. Voilà, donc les éléments qu'on peut porter sur ce thème-là, je ne sais pas si ça correspond à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je ne peux que vous référer aux documents qui ont été, et aux rapports qui ont été présentés avec l'intervenant, M. Bastos, précédent, parce qu'ils sont très, très documentés sur toutes les mesures vraiment pratiques qu'on peut avoir en termes de limitation d'exposition ou limitation en fait des effets des expositions. Voilà, en sachant que ça a été dit aussi, j'étais là à ce moment-là, ben, toutes ces préconisations issues du rapport de la CNRACL, mais aussi de l'ANSES, ne sont pas mises tout en application parce que ben, ça demande une réflexion à la fois très locale au niveau départemental, mais aussi peut-être au niveau national, de manière à ce qu'il y ait plus d'incitation de la part de notre direction générale sur des poussées qui sont déjà mises en œuvre par des GDO, hein, mais qui méritent peut-être d'être encore plus amplifiées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation claire et un point de vue du côté des praticiens de la santé au travail dans les SDIS. On va enchaîner cette fois-ci avec Charline Poncato et on prendra les questions à la fin. Alors, je ne sais pas si elle a réussi à se reconnecter parce qu'on a eu un petit souci. Du coup, je ne la vois plus. Sinon, on peut toujours prendre des questions en attendant. Il y avait peut-être une question qui était un petit peu globale dans la mesure où aujourd'hui, le métier de pompier est reconnu cancérogène par le CRC. On a un ensemble de pathologies qui apparaissent et qui sont mises en visibilité, qui sont connues. On a des polluants que l'on connaît. Et donc, du coup, la question, c'est maladie professionnelle, oui, mais dans quel tableau? Est-ce que ça serait parce qu'il serait lié au métier? Et en fin de compte, ça serait quoi la meilleure démarche aujourd'hui? Parce qu'on a des polyexpositions. Est-ce que ça serait pas bien de pouvoir peut-être faire le premier tableau de polyexposition qui permettrait de pouvoir faire rentrer le métier de pompier qui est déjà reconnu et de pouvoir avoir une reconnaissance et que notre société puisse prendre soin et soigner ces personnes qui ont donné leur vie à sauver celle des autres? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ce type de reconnaissance. Donc, ça me semble difficile de rentrer dans un tableau la notion de polyexposition. Euh, Pas impossible, mais difficile en l'état. Je m'explique, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir déjà une référence à l'ensemble de ce qu'on considère être une polyexposition. Or, il y a effectivement des produits chimiques, des produits toxiques, sur lesquels on pourrait même aller pour le monoxyde de carbone jusqu'à mesurer l'exposition. Mais il y a d'autres impactants
qui, eux, à mon avis, seront beaucoup plus difficiles à intégrer dans cette polyexposition. Je vais en citer un avec notamment Mark Riddle, qui est un doctorant, double doctorant d'ailleurs, qui travaille sur la chronobiologie. Et Mark Riddle a une vision assez intéressante. Il dit qu'en fait, les personnes qui restent sapeurs-pompiers, puisqu'on a un turnover qui est assez important sur les sapeurs-pompiers volontaires, ceux qui restent sapeurs-pompiers, c'est parce qu'ils ont cette espèce de compétence curieuse d'être réveillés, quelle que soit la phase du sommeil, en pleine nuit, et d'être à peu près opérationnels à 80% de leurs compétences. Donc, quand vous réveillez un individu en pleine nuit, il n'est pas prévenu, eh bien, la majorité des personnes, et c'est normal, sont complètement perdues. Le sapeur-pompier, lui, doit avoir cette espèce d'originalité de se réveiller et d'être opérationnel à 80%, c'est-à-dire à peu près sécuriser sa vie et celle des victimes. Pour autant, ce que dit Mark Riddle, c'est que derrière, il le paye. Il ne peut pas reconstituer. Il a cette capacité, mais en même temps, il le paye. Un peu comme Podane, qui, chaque fois qu'il fait un vœu, a effectivement réduit finalement sa capacité de vie. C'est une des expositions, mais comment mesurer ça? Donc, ça veut dire qu'il faudrait quand même mettre en place des critères pour un ensemble. Pour autant, ça veut dire qu'il faut d'abord déterminer ce qui a un impact. Et on n'en est pas encore là. Donc je pense que, à mon avis, même si je milite pour ça, hein, enfin je milite, mais je pense que ce serait intéressant, ça me semble difficile. Est-ce qu'il y a Thierry Duyon qui va porter une précision ou un propos complémentaire? Thierry, s'il te plaît. Oui, merci. Je prends la main, du coup, je peux parler? Oui. Oui, juste pour vous donner mon impression aussi par rapport à la question. Je pense que de façon, on va dire un peu globale, mais qui mériterait d'être peut-être un peu plus étudiée, mais je pense qu'on peut assimiler l'activité de sapeur-pompier à de la polyexposition, par définition. Donc, du coup, quand on rentre dans un tableau maladie professionnelle, ben, il y a le métier, il y a la lésion ou la maladie, et puis après, il y a l'histoire de temporalité. Donc, finalement, discriminer une polyexposition, je ne sais pas si elle est vraiment très pertinente dans ce milieu-là. Par contre, le faire comme le cirque l'a fait par rapport à des cancers, mais voir, comme vient de le dire Paul, l'effet de la chronobiologie ou de perturbations biologiques, le fait d'avoir des expositions aux fumées d'incendie, mais ça faisait partie donc du titre, hein, mais je n'ai pas eu le temps de le dire, mais finalement, dans nos visites médicales d'aptitude, il est obligatoire de faire une spirométrie. J'ai des fois un peu, je le dis devant mes collègues de façon un peu provocatrice, pardon. Nous sommes, je pense, détenteurs, les sous-directions santé, de millions de spirométries qui sont faites chez les sapeurs-pompiers depuis le 6 mai 2000, puisqu'elles sont obligatoires. Ben, qu'est-ce qu'on a fait de ça en termes de santé respiratoire des pompiers, en regardant par exemple les pompiers qui sont très régulièrement exposés sur les feux de végétaux, sans quasiment protection respiratoire. Qu'est-ce que c'est ce suivi qui est fait ou qui n'est pas fait de l'état respiratoire des spirométries peut apporter comme reconnaissance d'une maladie professionnelle ou des questions que ça peut poser en termes de pathologie respiratoire chronique, BPCO, etc. Merci Thierry. Il y a Henri qui voulait préciser, et puis après on passera la parole à Charline Boncato. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'agence l'ANSES aujourd'hui intervient dans l'élaboration de l'expertise préalable à la création de l'évolution des tableaux de maladies professionnelles. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est amené à réfléchir sur cette question-là. Alors, les deux points qui ont été évoqués, je sais pas, on n'a pas évoqué le rapport de deux sénatrices là qui avait fait sur les pompiers et qui avait aussi proposé justement de s'interroger sur l'évolution des tableaux ou la création d'un tableau spécifique pour les pompiers, sachant qu'elles indiquaient dans leur rapport qu'effectivement aujourd'hui on a déjà une possibilité pour les pompiers d'être réparés, notamment pour le carcinome du nasopharynx. Qui est pour le tableau, c'est le tableau 43 bis du régime général, ce sont les affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique, donc le formol, et qui, dans la liste limitative des travaux qui sont susceptibles de provoquer la maladie, qui est une des conditions pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, hein, c'est les travaux d'extinction d'incendie.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des réflexions, notamment depuis la publication du rapport du cirque, qui établit un lien avéré. Ça, c'est aussi très important à avoir en tête. Le tableau, aujourd'hui, ne pourrait évoluer que si, scientifiquement, a priori, hein, ce sont les critères, enfin, en tout cas, les réflexions tournent autour plutôt de la nécessité d'avoir un lien avéré pour aboutir à la création d'un tableau qui, ensuite, fait bénéficier, entre guillemets, les victimes de pathologies de la présomption d'origine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à démontrer le lien entre leur activité professionnelle et leur pathologie, simplement à démontrer qu'effectivement elles sont bien atteintes de la pathologie et qu'elles remplissent les conditions du tableau. Donc c'est une forme de démonstration allégée, on va dire. C'est pas automatique, mais c'est très allégé et c'est le bénéfice de la présomption d'origine. Mais celui-ci ne peut aboutir que s'il y a une démonstration scientifique a priori, quand même qu'il y a un lien avéré. Et donc il y a une réflexion, je pense, qui s'est engagée, il me semble, au niveau des pouvoirs publics pour réfléchir à l'évolution de deux tableaux. Le premier, c'est le tableau 16 bis, qui est sur les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les braies de houille et les suites de combustion au charbon, qui permet de reconnaître aujourd'hui déjà les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire, c'est-à-dire le cancer de la vessie. Et le deuxième tableau qui pourrait, et donc on ajouterait, comme pour le tableau 43 bis, globalement, le fait d'être exposé à des fumées d'incendie. Et le deuxième tableau qui pourrait être évolué, c'est évidemment le tableau, il me semble, ça doit être un des tableaux 30 en relation avec le mésothéliome, enfin l'amiante, c'est-à-dire, il me semble que c'est le 30 ou le 30 bis, enfin peu importe le nom, mais c'est celui qui permet de reconnaître les mésotéliomes, bah, c'est le 30 là justement. Et donc l'idée, ce serait d'ajouter dans la liste des principaux travaux qui sont susceptibles de provoquer la maladie, donc justement une condition qui est d'être exposé aux, aux incendies, aux fumées d'incendie. Et sur le deuxième point concernant les tableaux de polyexposition, c'est vrai que c'est un défi méthodologique, scientifique, tout ce qu'on veut. Et globalement, on n'a pas encore de tableau aujourd'hui de la polyexposition. Je mets de côté le fait que les juges ont déjà reconnu des situations de polyexposition. Et donc, voilà, ça, on a déjà là-dessus quelques idées claires. Mais un tableau polyexposition, ça n'existe pas. Mais, et je vous annonce pas, enfin, c'est pas un scoop, on a été saisi, nous, sur la question du cancer du sein en lien avec trois types d'exposition, c'est-à-dire travail de nuit, substances chimiques, parce qu'il existe aujourd'hui des substances chimiques qui vont avoir notamment chez l'animal, hein, des démonstrations de liens entre ces expositions et des tumeurs mammaires constatées chez des modèles animaux. Et donc les substances chimiques, le travail de nuit et les rayonnements ionisants qui sont connus aujourd'hui pour effectivement être des facteurs de risque, notamment professionnels, mais de cancer du sein. Donc, on réfléchit aujourd'hui justement à ce que ça implique en matière, un, de méthodologie scientifique, mais deux aussi, de recommandations pour l'évolution ou la création d'un tableau en particulier. Ça, c'est pas nous qui décidons, ce sont les partenaires sociaux des commissions de reconnaissance des maladies professionnelles, mais néanmoins, ils devront s'appuyer sur des recommandations, en tout cas des constats scientifiques qui seront posés. Et c'est vrai qu'en tout cas, on va être amené à réfléchir assez rapidement sur cette question des tableaux de polyexposition. Voilà ce que je voulais dire concernant la reconnaissance des maladies professionnelles.